Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin du cours, hein. Donc on a vu pas mal de choses en fait, assez un peu techniques en fait, comment préparer une classe, comment utiliser des vidéos, comment utiliser des jeux, qu'est-ce que c'est qu'une classe de français langue étrangère, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus légère en fait et qui revienne un peu à la base de d'une des questions principales. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on devient prof de FLE et quel est l'intérêt de ce métier, puisque la plupart des profs de FLE que je connais sont quand même des gens qui sont passionnés par leur métier et qui changeraient pas de métier en fait, qui ont vraiment eu envie de faire ça, qui sont très motivés en fait pour enseigner le français à des étrangers. Donc on va écouter une autre youtubeuse prof de FLE et on va commenter un peu son parcours et ce qu'elle a fait. Je vous raconterai un peu mon parcours qui est très long maintenant puisque je commence à être quand même vieux. Donc je vous raconterai un peu tout ça et on va voir qu'est-ce qui peut être motivant en fait dans ce métier. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà une idée en fait et ont déjà une motivation assez forte. Moi, en ce qui me concerne, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au français langue étrangère d'une manière tout à fait étrange. Enfin, bon, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des langues africaines. Donc j'ai travaillé sur le Bambara. En fait, bon, je suis allé en voyage au Mali. Quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent. Et le pays m'a absolument fasciné en fait parce que c'est très très beau. Je veux dire, j'étais à Ségou, puis ensuite à Djenné. Je suis allé de Ségou à Djenné en pirogue. Enfin, c'était superbe. C'est des petits villages en terre avec une vie assez traditionnelle, des gens absolument adorables qui m'ont. Il y avait très peu d'hôtels à l'époque, j'étais accueilli chez des gens. Il suffisait que je prenne un taxi brousse ou une pirogue ou n'importe quel moyen de transport pour que les trois quarts des gens qui étaient dans le même transport que moi veuillent m'inviter à dormir chez eux, à manger avec eux, etc. Donc j'avais été complètement fasciné par ce pays. Et quand je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler avec des travailleurs africains en France. Il se trouve qu'il y a énormément de Maliens en France, un peu moins de bambarophones que de soninkophones, si j'ose dire. Donc un peu moins de gens qui parlent bambara que de gens qui parlent soninké, en tout cas à l'époque. Donc j'ai commencé à travailler avec des gens qui étaient dans un foyer à Aubervilliers et puis à Étampes, un peu loin de Paris. Surtout avec des Sénégalais en fait que j'avais rencontrés à travers des organisations de travailleurs africains à l'époque. Voilà, donc ces gens-là m'ont dit bah toi tu t'intéresses à nos langues, mais bon c'est très bien, mais nous on a besoin d'apprendre le français. Donc j'ai commencé à me pencher sur le français langue étrangère. J'ai commencé à faire des cours, évidemment, comme tout le monde, au pif, je veux dire, complètement sans aucune méthodologie, ni sans aucune idée d'objectif, etc. On utilisait éventuellement les documents qui étaient préparés par la Sonacotra ou par des gens qui s'occupaient de loger les travailleurs immigrés dans des foyers à cette époque-là. C'était pas terrible, enfin les documents étaient pas terribles, ils étaient un peu plein de bonnes intentions, mais un peu en même temps un peu tendancieux souvent. Je me rappelle qu'il y avait des phrases du genre Ali est un bon travailleur, il n'est jamais absent, enfin bon, je veux dire, il adore son patron. Enfin, c'était parfois un peu tendancieux. Du coup, je me suis mis à faire ça. Et puis, à un moment, il a fallu que je gagne ma vie un peu sérieusement. Donc, je suis devenu instituteur. Et là, j'ai très vite évolué, comme je m'intéressais au français langue étrangère depuis, j'ai très vite évolué vers des classes de non-francophones, enfin ce qu'on appelait à l'époque des classes de non-francophones. Et c'est ce qui a été le déclic en fait. Donc simultanément, tout en faisant mon école normale d'instituteur, enfin donc ce qui est l'équivalent maintenant de l'ESP, en fait qui a changé de nom plusieurs fois, euh, j'ai euh, j'ai commencé à faire ma maîtrise de français langue étrangère sur les bancs de l'université où vous êtes, Paris 8, donc évidemment. J'étais très content d'être là à Paris 8, de retour d'ailleurs à Paris 8, parce qu'avant j'avais fait quelques études de philosophie à Paris 8 au tout début de mon parcours. Je me suis arrêté pendant 10 ans hein, de faire des études en fait, donc j'ai repris avec
avec le français langue étrangère, après avoir travaillé pendant 10 ans dans d'autres métiers, en fait, divers et variés. Donc à Paris 8, j'ai travaillé, enfin j'ai fait ma maîtrise de français langue étrangère. Puis la linguistique m'intéressait, donc j'ai fait un DEA, puis un doctorat. Puis j'ai fini par enseigner à Paris 8, en fait, par être assistant de recherche, assistant temporaire d'enseignement et de recherche, donc ce qu'on fait quand on fait son doctorat. Donc j'ai commencé à faire des cours à Paris 8 et puis j'ai plus arrêté. Et donc après, je suis parti plusieurs fois à l'étranger, en fait, parce que évidemment, comme Justine va nous l'expliquer, souvent quand on fait ce métier-là, c'est parce qu'on a envie aussi de rencontrer des gens de cultures différentes, de parler différentes langues et aussi de voyager à l'étranger assez longtemps en fait, dans un mode de voyage en fait qui va nous permettre de connaître vraiment les pays où on est. Je suis resté en général en moyenne 3 ans, 4 ans dans chacun des pays où j'ai travaillé. Donc ça permet de s'immerger vraiment, parce qu'on travaille avec des gens du coin, donc ça permet de s'immerger vraiment dans le pays et d'essayer d'y comprendre quelque chose. C'est comme ça que j'en suis venu donc à travailler pour le ministère des Affaires étrangères, puis pour l'AUF. Et donc là, bon, je vais finir ma carrière, je pense, à l'université, parce que bon, il faut que je m'occupe de ma fille qui, et que je sois un peu présent ici en France. Donc je ne pense pas repartir à l'étranger, mais bon, j'ai toujours envie, malgré tout. Je serais toujours tenté de repartir à l'étranger, soit avec une ONG, soit avec une organisation internationale bon, qui ait des idées qui correspondent à ce que j'aime. Je veux dire, maintenant, ça me serait plus difficile de partir avec certaines organisations. Voilà, donc on va écouter Justine sur sa première vidéo en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un prof de FLE, qu'est-ce que ça fait? Et on commentera après. Je vous ai mis donc Justine dans la playlist, hein, donc vous pouvez aller chercher la vidéo et la regarder bienvenue tranquillement. sur Éducation Voyageuse. Moi, c'est Justine et aujourd'hui, on va parler de mon premier métier, le prof de FLE. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, où il enseigne, vous allez tout savoir dans la vidéo. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et c'est parti! Alors, le prof de FLE, donc vous savez que moi, c'est ce que j'ai fait. Mon master est en didactique du FLE notamment. J'ai enseigné au Brésil, en Australie et en France. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un prof de français langue étrangère. Donc il enseigne le français comme une langue étrangère, donc le français aux étrangers, le français à des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Très bien. Il peut enseigner en France comme à l'étranger. À l'étranger, donc il va enseigner dans je ne sais pas, les instituts français, dans les alliances françaises, dans les écoles privées de langue. En France, il va enseigner dans les associations pour les migrants, par exemple, dans les universités, et il peut aussi enseigner en ligne. Moi, mon expérience, c'est que j'ai enseigné dans un collège-lycée australien, j'ai enseigné dans une alliance française et une école privée en Australie aussi, une école privée de langue au Brésil. En France, j'ai enseigné à l'université aux étudiants étrangers et ensuite j'ai aussi enseigné en ligne à des personnes du monde entier. Donc c'est vraiment un métier divers avec un public vraiment hétérogène. Pour devenir prof de FLE, vous pouvez faire comme moi par exemple une licence sciences du langage ou une licence en langue. Moi j'ai fait une licence en langue. Et ensuite un master français langue étrangère ou didactique des langues. Vous pouvez sinon passer par le DAE-FLE, le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. Comme ça, vous n'avez pas à reprendre vos études. Il existe aussi des diplômes universitaires, donc des DU de français langue étrangère. Il y a aussi des MOOC en ligne, je crois, du Kavilam, qui sont super utiles pour s'initier à l'enseignement du français langue étrangère. Donc la particularité du français langue étrangère, c'est qu'on enseigne
à des étrangers une langue comme nous on apprendrait l'anglais ou l'espagnol. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme nous on a eu des cours de français dans notre scolarité, ça n'a rien à voir, on apprend vraiment le français à des étrangers. Si vous avez des questions sur ce métier ou que vous voulez des conseils, des partages d'expérience, laissez un commentaire, mettez un petit like à la vidéo. Je vous dis merci et à bientôt. Voilà, donc Justine, effectivement, elle est super dynamique pour nous expliquer son métier. Bon, elle fait comme nous tous, on rigole tout seul devant notre caméra, puisqu'on n'a pas d'élèves, malheureusement, pour rigoler avec eux. Donc, voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique, en fait, une des facettes du métier, c'est-à-dire c'est le côté prof de FLE un peu freelance, en fait. On fait un diplôme de français langue étrangère, un master ou un DU ou un DAFLE, on pose sa candidature à des boîtes d'enseignement des langues, entre autres du français, on se débrouille en fait en donnant des cours en France ou à l'étranger. C'est pas très facile, c'est un peu angoissant parfois, les fins de mois peuvent être pas très très faciles, elle va nous l'expliquer après dans les avantages et les inconvénients du métier de prof de français. Mais deux choses que je voudrais rajouter en fait. D'une part, ce que vous apprenez quand vous faites de la didactique du français, vous pouvez le transférer à toutes les langues. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous mettre, si vous êtes un bon locuteur de l'anglais ou un bon locuteur de l'arabe ou du chinois ou de n'importe quelle langue, en fait, vous pouvez très bien adapter en fait ce que vous avez appris en didactique du français et en didactique des langues en général, sont des méthodologies modernes en fait que vous pouvez très bien adapter à toutes les langues. Je veux dire, et on y gagnerait des fois d'ailleurs à l'adapter à certaines langues. Je veux dire, je me rappelle quand j'ai appris le bambara, par exemple, aux langues orientales, ou comment on apprend encore un certain nombre de langues dans pas mal de boîtes assez traditionnelles. Je veux dire, il y a des choses intéressantes dans ce qu'on apprend, évidemment, en didactique des langues, qui permettent de faire des méthodes plus vivantes et plus adaptées aux différents apprenants. Donc ça, c'est une chose, c'est un peu l'universalité enfin, du parcours qui vous permet de transférer votre apprentissage à l'enseignement d'autres langues que le français. D'autre part, mais il y a aussi des moyens d'être un peu plus en sécurité du point de vue financier. En fait, bon, je ne dis pas que ce soit la panacée universelle, mais moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je ne pouvais pas me permettre d'être complètement freelance puisque j'avais déjà une famille à faire vivre, donc il fallait quand même que j'ai une paye à la fin du mois qui me permette au moins de survivre. Donc c'est pour ça que j'ai passé les concours de l'enseignement de l'éducation nationale. Donc je suis devenu instituteur puis prof des écoles et j'ai enseigné dans des classes de non francophones, ce qu'on appelle maintenant des UPE2A, ce qui était très agréable. C'était des classes vraiment très intéressantes et très agréables à enseigner parce que les élèves sont motivés, parce qu'ils arrivent, parce qu'ils viennent de différents horizons. Enfin bon, je veux dire, c'est à mon avis beaucoup plus intéressant qu'une classe standard avec un programme, etc. Donc on a une plus grande liberté aussi de manœuvre. Et d'autre part, bon, bah, une fois que vous avez fait ça, bon, bah, ça vous donne envie d'évoluer éventuellement, donc de rechercher en fait sur les méthodologies d'enseignement. Bon, j'ai fait une thèse de linguistique qui n'a pas grand-chose à voir avec le français langue étrangère, mais je veux dire, ça va de toute façon enfin, impliquer votre curiosité, ça va éveiller votre curiosité, pardon. Et vous aurez envie probablement de continuer, je suppose. Donc quand j'ai fait ça, en fait, je suis passé à l'enseignement à l'université, bien entendu, et j'avais quand même envie, en fait, depuis le début, de repartir à l'étranger. Donc je vous passerai une carte tout à l'heure des différents pays où je suis allé et je suis parti en premier en Mauritanie comme expert technique international et là c'était vraiment une expérience aussi très très intéressante. Donc on va écouter Justine sur les avantages et les inconvénients du métier de prof de FLE. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de prof de FLE? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous ne me connaissez pas, donc moi c'est Justine. C'est le moment de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche rouge pour ne louper aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, donc le métier de prof de FLE, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le métier de prof de FLE, je vous invite à aller la voir.
Vous pouvez aussi regarder mon parcours, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'ai fait. Mais on va parler aujourd'hui vraiment des avantages et des inconvénients de ce métier. Alors les avantages du métier de prof de FLE, déjà c'est vraiment un métier de passionné, c'est un métier riche, un métier humain. Voilà, on enseigne une langue, on enseigne notre langue maternelle à des étrangers, donc à des gens qui sont passionnés, qui ont envie de venir en France. Voilà, parce qu'ils ont envie de voyager, ils ont envie de découvrir la France, parce qu'ils ont envie de venir s'intégrer dans ce pays. C'est quand même une belle relation, une belle valeur humaine, donc c'est un métier qui est beau, moi je trouve, en tout cas qui me correspond en essence. C'est un métier qui offre une certaine, plein de possibilités en fait, puisque dans l'idée, quand on est prof de FLE, on peut enseigner dans le monde, on peut enseigner notre langue maternelle partout dans le monde. Donc ça c'est génial si on aime voyager, si on a envie de passer 1 ou 2 ans dans un pays, puis un peu de temps dans un autre. C'est un métier qui nous permet de faire ça. C'est un métier d'une grande diversité, puisqu'en fait on va jamais, il n'est pas répétitif, c'est pas comme quand on est prof de maths en France dans un collège où on a toujours le même programme et en fait c'est juste les classes qui changent. Non, le métier de prof de FLE, déjà il va changer au niveau du contenu, puisque quand on enseigne les langues, on va s'adapter au calendrier en fonction des dates, on va s'adapter à l'actualité, donc on va vraiment apporter cette diversité dans nos cours. Ensuite, les objectifs aussi par rapport aux besoins de nos apprenants vont changer. On va enseigner le FLE pour ceux qui veulent venir voyager en France, le FLI pour ceux qui veulent s'intégrer, le FOU pour ceux qui veulent venir apprendre à l'université, étudier à l'université en France, le FOS par exemple si vous avez, des étudiants qui ont besoin du français pour du tourisme par exemple, donc un objectif spécifique, ça peut être professionnel. Donc en fait c'est vraiment divers quoi. Derrière le FLE il y a énormément de choses à apporter avec la langue à nos apprenants. Ensuite il y a vraiment la diversité du public, puisque on peut enseigner le français depuis la crèche, donc depuis des enfants qui ont quelques années de vie derrière eux jusqu'à nos aïeux, quoi, jusqu'à des personnes qui ont l'âge d'être, moi, mes grands-parents. Donc c'est génial, il y a vraiment cette catégorie d'âge incroyable, cette diversité en termes de culture, puisque on peut enseigner soit dans différents pays, donc on va avoir différentes cultures, mais aussi si on enseigne par exemple en France, on va avoir des classes multiculturelles, c'est génial, on va vraiment s'enrichir de cet apport multiculturel, de cette rencontre interculturelle, c'est fantastique. Et ensuite c'est vraiment un métier où on va être confronté à toutes les catégories sociales ou socio-professionnelles. On peut faire du FLI et enseigner à des personnes immigrées, à des réfugiés, et on peut enseigner le français à des professionnels, en banque, dans les pays, dans les cadres, dans certains pays, on peut enseigner dans les ambassades, c'est vraiment les opportunités, la diversité du métier qui rend ce métier absolument riche. Et ce que j'aime bien avec le métier de FLE, c'est cette idée de flexibilité aussi, c'est-à-dire que, en fonction, en fait, on peut penser qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas vraiment dans une case avec un destin prédéfini, et c'est l'idée qu'on peut obtenir plusieurs possibilités et avoir plusieurs chemins de vie possibles. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Maintenant, du coup, les inconvénients qui vont en contrepartie de ces avantages, c'est le fait qu'en fait, ça reste quand même quelque chose d'assez précaire, puisqu'il y a peu de contrats à temps plein en CDI qui existent. En général, c'est souvent des contrats avec une durée déterminée, un salaire pas exceptionnel et pas forcément de vacances payées. Pas de congés payés, pas forcément. Et c'est en plus qu'on est payé à l'heure. Et donc ça a aussi un impact sur le fait que ça va être... ça peut être, par exemple, dans les alliances françaises, moi là où j'ai travaillé en Australie, ça a amené une mauvaise ambiance, le fait que ce soit à l'heure, parce qu'en fait ça amène la compétition entre les enseignants, puisque on va pour le semestre ou pour la période qui arrive, on va devoir se partager le nombre d'heures entre nous, et donc il va y avoir peut-être des rivalités, des compétitions entre lui, pourquoi est-ce qu'il a autant d'heures, elle, pourquoi elle a autant d'heures et pas moi.
Donc il y a vraiment, ça amène une ambiance étrange et c'est vrai que c'est j'allais dire un marché, mais c'est un secteur assez concurrentiel, quand même assez chargé. Avoir un poste aujourd'hui dans le FLE, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui sont formés, il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience et il y a quand même pas mal de concurrence. En plus c'est un métier qui marche quand même au réseau, au bouche à oreille. La plupart des offres ne sont pas publiées, donc c'est pas égal, les chances sont pas égales pour tout le monde. Donc ça, c'est les inconvénients. Et en plus, il va y avoir les inconvénients aussi, j'ai envie de dire, d'emploi du temps. Par exemple, en Australie, moi, c'est vraiment ce que j'avais remarqué, c'est que, eh bien, on va avoir difficilement un temps plein. Et on va avoir en plus la difficulté d'avoir deux temps partiels puisque toutes les heures vont avoir lieu au même moment et en général le soir. Donc on est sur un emploi du temps un peu décalé, c'est-à-dire que on ne pourra pas faire nos activités que nous on aime bien le soir, on devra enseigner le soir et en plus on en aura nos journées libres. Donc c'est vraiment essayer de trouver un équilibre, c'est un statut un peu précaire. Donc c'est l'inconvénient majeur de ce métier. Et ensuite, il va y avoir la précarité, mais là, au niveau des visas dans les pays. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où nous, c'est facile pour les visas. Donc l'Europe, typiquement, c'est facile pour les visas, donc il ne reste plus qu'à trouver un emploi qui, du coup, c'est plus chargé, hein, le secteur de l'Europe, puisque les destinations prisées en Europe, c'est plus difficile d'avoir un poste, puisqu'on n'a pas le problème de visa et puisque c'est beaucoup demandé. Mais sinon, pour les autres destinations qui sont prisées, mais pour lesquelles il est difficile d'avoir un visa, c'est compliqué. Donc si vous prenez le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quelques pays d'Asie, c'est un peu compliqué. Donc quand on est jeune, ça va, on a le Working Holiday Visa, mais bon, c'est pareil, ça reste 1 ou 2 ans. Et après, avoir un visa pour rester et s'installer dans le pays, c'est compliqué. Et donc là, il faut vraiment avoir le diplôme de prof. Et le mieux, c'est d'avoir le diplôme de prof dans le pays. Donc si on prend le Royaume-Uni maintenant, c'est 10 000 livres. Si on prend l'Australie, c'est 20 à 40 000 dollars. Enfin, c'est vraiment un investissement complètement différent et il faut être sûr qu'on veut rester dans le pays. Donc voilà, les avantages, c'est vraiment les opportunités, les possibilités qu'offre le métier de prof de FLE. Et les inconvénients, c'est toute l'instabilité, la précarité qu'il peut y avoir avec. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les avantages et les inconvénients de ce beau métier. Si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, n'hésitez pas, laissez un message. N'oubliez pas de mettre un like pour que cette vidéo soit partagée au plus de monde possible. Et je vous dis merci et à bientôt. Donc je pense que ce qu'elle dit effectivement est assez juste. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est la précarité actuellement. Je veux dire parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont formés en français langue étrangère, qui cherchent du travail dans différents pays, et du coup évidemment ça fait un peu baisser les salaires et ça rend les choses plus difficiles. Cela dit, j'ai suivi le parcours de pas mal de gens qui ont été mes étudiants ou qui ont été mes assistants dans différents postes ou qui ont été volontaires internationaux dans des postes où je travaillais comme attaché de coopération. Et la plupart sont restés dans le FLE en fait et ont fait carrière dans le FLE, soit effectivement en continuant à donner des cours, soit en devenant ingénieur pédagogique, soit en devenant concepteur d'activités, de manuels, etc. Soit en trouvant des métiers légèrement différents de l'enseignement, enfin soit de l'enseignement à un bon niveau, soit des métiers légèrement différents comme directeur d'école de langue, ingénieur pédagogique donc, ou directeur des cours dans des alliances françaises, ou encore des choses encore plus étonnantes parfois, comme le Defense Language Institute aux États-Unis, où on travaille en fait sur les méthodes de français langue étrangère et les sujets pour l'armée américaine. Donc je veux dire, il y a une palette effectivement de métiers différents et auxquels se sont ajoutés tout ce qui est actuellement en ligne et en formation à distance, donc qui deviennent un volet important, même si là aussi les salaires sont pas forcément merveilleux. Donc comme je vous l'ai dit, moi mon parcours est un peu différent. Puisque il fallait que je trouve un peu de stabilité. Donc j'ai passé les concours de l'éducation nationale, puis je suis devenu prof
d'universités en France. Puis après, donc, j'ai posé ma candidature à un poste d'expert technique international. Enfin, j'avais posé ma candidature sur la transparence du ministère des Affaires étrangères, que vous connaîtrez certainement un jour ou l'autre. Bon, c'est sur le site diplomatie.gouv.fr, hein, c'est facile d'y aller, de consulter quels sont les postes qui sont mis au concours, enfin, je veux dire, les postes sur lesquels on peut postuler. Et après, donc, il faut passer évidemment un entretien d'embauche, évidemment, et puis ensuite être affecté sur place. Donc, je suis parti d'abord en Mauritanie, ici. Donc, vous voyez là sur la carte ce pays violet, ici. Donc, pour travailler comme expert technique international dans un centre de renforcement de l'enseignement des langues, ce qui s'appelait donc le CREL, Centre de renforcement de l'enseignement des langues, de l'université de Nouakchott. Donc là, il s'agissait de mettre en place du renforcement, un programme de formation en fait, des enseignants de français dans un centre qui avait été construit avec des crédits français, d'ailleurs, des crédits de la coopération française. Donc, on renforçait la didactique des langues dans les deux langues d'enseignement de l'université de Nouakchott, qui sont le français et l'arabe. Donc, c'était très intéressant. Je suis resté 2 ans, en fait. Voilà. Et là, ces postes-là, évidemment, là, vous êtes quand même dans une situation beaucoup plus stable financièrement et qui vous permet de voir venir à assez long terme. Et l'avantage aussi, quand vous avez passé les concours de l'enseignement national, enfin du ministère de l'Éducation nationale, c'est que vous êtes détaché du ministère de l'Éducation nationale, donc vous partez et vous retrouvez après votre poste une fois que vous avez fini votre contrat dans le pays d'origine. Donc c'est une sécurité quand même remarquable. Donc je suis après revenu à Paris 8, où j'ai enseigné quelques années, et j'ai posé ma candidature pour partir cette fois-ci. Alors j'avais posé des candidatures autour de la Méditerranée, et un peu par hasard, il y avait un poste qui correspondait à ce que je savais faire ici, en Thaïlande. J'ai pas eu les postes autour de la Méditerranée, probablement parce que c'était des postes aussi très demandés. En fait, je veux dire, la Méditerranée, c'est quand même un paradis sur Terre. Bon, la Thaïlande aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc, j'ai eu ce poste en Thaïlande d'attaché de coopération pour le français. Donc, où là, il s'agissait en fait de faire la promotion du français, de travailler avec les associations de profs de français, donc de mettre en place un programme de bourse, enfin d'implémenter un programme de bourse, c'est-à-dire de sélectionner les boursiers qui allaient partir en France, de s'occuper de l'association thaïlandaise des professeurs de français, donc d'aller avec eux dans leurs sessions de formation, faire des discours, les soutenir financièrement, etc. Soutenir des projets d'université enfin, je veux dire, quand il y a des filières universitaires qui veulent créer un diplôme particulier de français langue étrangère, comme par exemple on pense à un diplôme de français, au master de français pour le tourisme culturel de l'université de Silpacorn, que j'ai contribué, enfin que j'ai financé pour qu'ils puissent le créer. Voilà, donc plein de choses en fait où ils suivent évidemment le fonctionnement des alliances françaises, monter des opérations avec eux, des opérations culturelles par exemple, comme le Salon du Livre de Bangkok, ou des présentations de films, des conférences à l'Alliance française, des cycles de conférences. Par exemple, c'est là que j'ai invité Louis-Jean Calvet à l'Alliance française, que j'ai organisé la présence de la France comme invité d'honneur au Salon du Livre. Enfin, un métier aussi avec une grosse diversité en fait, de tâches, avec pas mal de gestion, en fait, un peu de gestion financière, et pas mal de public relations, en fait, mais un métier intéressant et sympa, en fait, sympa à faire. J'étais en Thaïlande, donc je me suis dit, après j'avais le droit en fait d'aller faire un deuxième poste à l'étranger. Et j'ai regardé ce qu'il y avait sur la transparence. Il y avait des postes qui m'intéressaient vers le Japon. Et aussi, je voulais aller à un endroit où je ne serais jamais allé autrement, parce que c'est un peu le plus loin possible dans le monde. Et donc là, c'était le Vanuatu. Donc je suis arrivé au Vanuatu, finalement. J'ai eu le poste au Vanuatu. Je me suis retrouvé attaché de coopération éducative au Vanuatu. Donc le Vanuatu, tout petit pays, tout petit archipel au milieu du Pacifique, indépendant depuis 81, avec en cours une grosse réforme du système d'éducation. Et là, il fallait évidemment travailler avec tous les partenaires, en fait, sur la réforme du système éducatif. Donc c'était passionnant.
C'est un pays complètement extraordinaire parce que, bon, je veux dire, on est dans des îles assez isolées, en fait, avec une culture très très particulière, complètement différente de tout ce que je connaissais. Donc c'était aussi passionnant et j'ai eu la chance de rencontrer des anthropologues qui travaillaient sur le Vanuatu. J'ai pu explorer avec eux des îles où très peu de gens vont. Donc c'était vraiment très très intéressant. Je ne regrette pas du tout cette expérience-là. Après du Vanuatu, bah, c'était mon deuxième poste au ministère des Affaires étrangères et donc il fallait soit que je parte vers une autre organisation, soit que je réintègre Paris 8. Mais un poste qui m'intéressait au Vietnam cette fois-ci, donc ici, parce que j'ai beaucoup aimé la Thaïlande, j'aime beaucoup l'Asie du Sud-Est en général. Donc le Vietnam, il y avait un poste à l'AUF de coordonnateur des projets. Donc il s'agissait de coordonner les projets de l'AUF sur toute la région Asie-Pacifique. Énorme région, évidemment, puisque c'est les 2 tiers de la population du monde, en fait, puisqu'il y a la Chine et l'Inde quand même dans cette région-là. Donc c'est déjà plus de 3 milliards d'habitants, donc il y a de quoi faire. Voilà, bon, j'ai travaillé avec l'AUF pendant un an. Et bon, c'était aussi quelque chose d'intéressant et malheureusement de trop administratif pour moi, en fait, je pense. Il n'y avait pas assez finalement d'action sur le terrain. En fait, c'était beaucoup de la gestion de projet vue d'un peu loin, malheureusement. Et donc, ça me convenait moins bien que d'autres postes où on est vraiment sur le terrain. C'est là, on apprend à se connaître au fur et à mesure aussi quand on travaille. Et là, je sais que moi, je suis pas trop mauvais en fait pour enseigner le français. Je suis pas trop mauvais pour monter des opérations avec des gens qui sont intéressés, que ce soit le Salon du Livre de Bangkok ou que ce soit une filière universitaire. Par contre, pour la gestion, bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, il faut bien que je m'en rende compte. Donc voilà. Donc après, je suis revenu à Paris où j'ai enseigné à nouveau à Paris 8 pendant un moment. Et puis, il s'est libéré un poste d'attaché de coopération pour le français à San Francisco, donc par ici en fait. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est aussi une opportunité vraiment intéressante parce que, bon, connaître la Californie, ça m'intéressait en fait. Être à côté de la Silicon Valley, j'avais déjà fait les cours en fait de nouvelles technologies et enseignement des langues. Donc ça m'intéressait d'être près de la Silicon Valley et d'avoir un peu plus de contact avec ce qui s'y passait. Il y a des universités merveilleuses dans le coin comme UC Berkeley, l'université de Californie à Berkeley. Bon, il y a évidemment Stanford aussi. Voilà, donc c'est un endroit intellectuellement et techniquement intéressant. Donc j'y suis allé, j'ai passé 3 ans là-bas aussi en Californie. Et ça a été une très très belle expérience. Donc vous voyez qu'on peut, bon, je veux dire, évidemment là je vous parle de choses à plus long terme en fait, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de passer un diplôme et puis de partir enseigner à l'étranger. Là c'est un projet de carrière sur du long terme. Bon, vous verrez ce que vous aimez faire, vous allez apprendre à vous connaître aussi vous-même et à savoir ce que vous savez faire, ce sur quoi vous êtes bon. C'est pas forcément ce que vous pensez de vous-même en fait. Vous allez apprendre en travaillant avec les autres dans quel domaine vous êtes le plus doué. Voilà, donc on va écouter à nouveau Justine en fait nous parler de son parcours de prof de FLE et d'ingénieur pédagogique. Et puis on aura fait un petit tour en fait des métiers du FLE en fait et des possibilités qui vous sont offertes, je veux dire qui vous sont ouvertes en tout cas. Je reprendrai la parole pour conclure. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous expliquer mon parcours professionnel, mes études. Vous avez été nombreux à me demander voilà, quelles études j'ai fait, quel parcours j'ai, comment est-ce que je suis arrivée à devenir ingénieur pédagogique, prof de FLE. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour dire vous likez la vidéo. Ça aidera YouTube à mieux référencer cette vidéo et donc elle sera partagée avec plus de monde. Donc on va commencer par mon parcours, je vais tout vous expliquer. Ça remonte, on commence avec la seconde. Je devais choisir si je voulais faire une section européenne anglais ou une section européenne espagnole.
Mon papa étant espagnol, on partait plutôt sur cette idée-là, mais j'avais une idée en tête. Déjà à 15 ans, j'avais le projet d'être prof de FLE en Australie. Il faut savoir qu'entre ma troisième et la classe de seconde, pendant l'été, j'ai fait un document à peu près épais comme ça, je crois d'une 80aine de pages, pour expliquer voilà, ce projet professionnel, quelles études il fallait que je fasse, comment est-ce que je pouvais aller faire ce métier en Australie. Et donc j'ai choisi la section européenne anglais qui était plus pertinent pour ce projet-là. Je suis arrivée donc en seconde, section européenne anglais, et j'ai choisi 3 langues, donc l'anglais, l'espagnol et le portugais en LV3. Me demandez pas pourquoi ensuite je suis partie en bac scientifique, donc première S et terminale S. Voilà, ça n'a pas forcément de cohérence, ça aurait pu être un peu plus cohérent que je fasse L, mais je me disais au moins si je change de voie, d'envie, avec le S j'ai plus de portes qui s'ouvrent. Puis j'ai toujours bien aimé les matières scientifiques, donc je pense que c'était aussi ce qui me correspondait le mieux, donc je suis partie dans cette filière-là. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie en licence qu'on appelle LLCE, donc Lettres, Langues et Civilisations étrangères. Donc là, c'est une licence dans laquelle on se focalise vraiment sur littérature, civilisation du monde anglophone. On va aussi beaucoup dans la traduction, le thème, la version, et on va étudier vraiment la langue anglaise dans son détail. Donc on a de la linguistique, de la phonétique. C'est passionnant, on va vraiment en profondeur dans toutes les matières. Moi j'ai fait cette licence à distance pour la 2e et la 3e année, puisque je travaillais en banque à côté en mi-temps, donc je ne pouvais pas suivre tout, les TD notamment. Donc j'étais à distance. Ça m'arrange bien aussi puisque j'avais mon copain de l'époque qui était à Lisbonne, enfin il est toujours brésilien, il est toujours à Lisbonne, et donc comme ça je pouvais aller le voir plus facilement si j'étais à distance. Il fallait juste que je travaille de mon côté. C'est pas forcément facile la formation à distance, mais voilà, donc j'ai validé ma licence LLCE comme ça. Et ensuite, c'est rare, en général on ne change pas trop de filière. Quand on fait une licence LLCE, on va plutôt sur un master MEF enseignement ou sur un master recherche, mais moi j'ai voulu changer de filière. Donc voilà, j'ai demandé les références de mes enseignants, j'ai fait un bon dossier pour pouvoir changer. Et je suis passée en master LEA, donc anglais-portugais, puisque voilà, j'avais fait portugais au lycée, j'avais beaucoup pratiqué avec mon ex-brésilien et mes voyages à Lisbonne. Et donc là, j'ai fait le master qu'on appelle, donc c'est une filière LEA, mais on l'appelle à Bordeaux LAI, donc langue, affaires et interculturalité. Donc c'était vraiment l'anglais, le portugais appliqué au commerce international, et à l'interculturalité c'était toutes les notions de choc des cultures, management interculturel, approche interculturelle, ultra intéressant. J'ai adoré ce master. Et en fait j'avais toujours quand même en tête d'être prof de français en Australie, et une fois qu'on a validé notre L3, l'LCE, on peut demander, on peut faire son dossier et donc demander à participer au programme des assistants de français à l'étranger. Donc lorsque j'étais en train de faire mon master 1 LAI, j'ai fait toute ma candidature, tout mon dossier de candidature auprès du CIEP à l'époque. Maintenant ça s'appelle France Internationale, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et voilà, donc j'ai eu un entretien pour le niveau de langue, pour la motivation, j'ai fait tout mon dossier écrit et j'ai postulé, et j'ai eu la réponse plusieurs mois après, et donc j'ai été sélectionnée pour être assistante de français en Australie, donc à côté de Sydney. Dans la banlieue proche de Sydney. Donc j'ai atterri à Randwick, dans le collège-lycée Randwick Girls High School. Donc c'est un collège-lycée australien à Sydney. C'est un collège-lycée que de filles, parce qu'en Australie on peut avoir des écoles mixtes, mais on a aussi des écoles que de filles ou que de garçons, ça dépend. Et donc là, pendant l'assistanat, ce que je faisais, c'était que
Pour les grosses classes, j'assistais le prof de français, donc je faisais le cours avec les profs de français. Et ensuite, j'avais des petits groupes où là, on travaillait plutôt l'oral et je les ai préparés au HAC, donc au bac de France, enfin au bac australien, au bac de français australien. Et voilà, donc cette expérience, elle a duré 1 an. Et on ne peut pas le renouveler. Donc moi, à la fin de ces 1 an, je voulais quand même rester en Australie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du territoire australien, je suis allée faire un road trip en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, j'ai demandé mon Working Holiday Visa pour l'Australie et je suis rentrée en Australie. Petite anecdote, je suis rentrée en Australie le jour de mon anniversaire. Donc j'ai un tampon de l'immigration australienne le jour de mon anniversaire, ça j'adore. Et donc je suis arrivée sur le territoire avec mon PVT, mon Working Holiday Visa. Et j'avais plus qu'à rechercher du travail. Donc là, une fois qu'on a les références en Australie, les références, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut attester que vous avez fait du bon travail. Donc moi, c'était le cas avec mon collège-lycée. Voilà, mes superviseurs et la directrice pouvaient attester du travail que j'avais fait. Donc c'était mes references. Et donc c'est assez facile ensuite de trouver du travail. Donc là, j'ai trouvé à l'Alliance française, j'ai trouvé dans les crèches, j'ai trouvé dans les écoles primaires. Par contre, du coup, on est payé à l'heure, on ne sait pas combien d'heures on va avoir, c'est dur d'anticiper, c'est pas forcément stable. On court dans tout Sydney, c'est immense Sydney en plus. Et donc en fait, c'est un peu fatigant à la longue, il faut aussi faire attention à ce que les cours se chevauchent pas, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne un cours le mardi à 18h ici, mais que l'autre organisme vous donne la même chose, c'est trop compliqué. Et du coup, je voyais bien que ça serait que temporaire, que c'était assez précaire et instable et que j'aurais jamais de visa pour rester ni de CDI. Donc il aurait fallu que je passe les diplômes de l'enseignement en Australie et là il fallait compter au moins 20 000 dollars australiens l'année, ce qui n'était pas envisageable pour moi. Donc voilà, une fois l'expérience faite, je suis rentrée. Et en France, le problème c'est qu'au retour, j'ai trouvé aucun emploi, même avec un M1. Je ne trouvais rien d'intéressant, rien dans l'enseignement, rien dans les langues, absolument rien. Les seules choses que j'ai trouvées, c'était du secrétariat, donc du secrétariat bilingue. Je me souviens même, j'ai trouvé du secrétariat dans un truc international et j'avais postulé, ils m'avaient dit non, vous n'avez pas le BTS secrétariat. Donc voilà, donc c'était un peu frustrant le retour en France. Et comme en Australie, on m'avait quand même beaucoup dit, notamment à l'Alliance française, que si je voulais avoir un poste un peu plus périn ou avoir plus de chances de trouver un poste, il fallait que j'ai le master FLE. Et bien j'ai eu la chance de reprendre mes études et de faire ce master. Donc pour entrer en master FLE, voilà, j'avais un bon dossier déjà avec les notes précédentes. Ensuite, j'ai ajouté les références de mes anciens profs et de mes anciens employeurs. Et ensuite, c'est bien, il faut un bon projet motivationnel, voilà, faire une bonne lettre de motivation en tout cas. Et j'ai été prise. Et là, en fait, dès la première année, il faut qu'on fasse un stage. Enfin, nous, il fallait qu'on fasse un stage. Donc, moi, je suis partie au Brésil. J'ai fait dans une école privée de langue pendant 5 mois. Et donc là, c'était une école de langue qui passait au 100% digital. Donc, il y avait déjà un ingénieur pédagogique. C'est là où j'ai découvert le métier de cet ingénieur pédagogique. Donc je donnais des cours de FLE à distance, encore quelques-uns en présentiel, mais c'était vraiment la fin. Et donc aussi des cours de FLE à l'armée brésilienne. Ensuite on faisait des petites vidéos du style culturel ou sur la recherche, sur la didactique. C'était super intéressant. Et donc après je suis rentrée, une fois le stage terminé, je suis rentrée, j'ai fait mon rapport de stage. Et la deuxième année, eh bien, je voulais le faire dans l'ingénierie pédagogique puisque j'avais découvert ce métier eh bien, à São Paulo dans l'école de langue et aussi dans le master puisque j'avais une intervenante professionnelle qui faisait ce métier-là. Et ça m'a passionné ce métier parce que c'est à la fois du technologique, du créatif, de l'enseignement, de la recherche, enfin c'est de la veille plutôt que de la recherche, mais c'est hyper intéressant, c'est complet. Du coup, j'ai fait mon stage à Sciences Po et je crois que 15 jours après avoir fini mon stage, j'étais déjà en poste à l'université qui me recrutait comme ingénieur pédagogique. Donc, j'avais même pas encore écrit mon mémoire que j'étais déjà recrutée. J'ai vraiment de la chance. Et donc là, j'ai
commencé en tant qu'ingénieur pédagogique et en même temps j'écrivais mon mémoire sur, moi j'ai fait mon mémoire sur l'autonomie des apprenants dans les formations à distance. Et voilà, et ensuite à l'université, par le bouche à oreille, en racontant mon parcours un petit peu, eh bien j'ai rencontré des profs de FLE, des profs de langue, et ensuite des profs de FLE, et c'est comme ça que j'ai obtenu des heures d'enseignement comme prof de FLE. Donc là je donne des cours de FLE aux étudiants internationaux, aux chercheurs internationaux, et ça me permet de vraiment encore conserver les deux casquettes. Et ce qui est particulier à l'université, c'est que tout le monde ne peut pas enseigner le FLE. Donc il y a des gens qui ont, un contrat, donc il y a quelques personnes à l'université qui ont un CDI et qui sont profs de FLE 100%. Mais sinon les autres, c'est tous ceux qui ont déjà un emploi à temps plein et qui peuvent faire des heures en plus. En fait, pour lutter contre la précarité, l'université a interdit à ce qu'on emploie des gens qui n'ont pas une autre activité principale. Donc en fait, pour être prof de FLE, en tout cas dans mon université, il faut déjà avoir un emploi à temps complet. Donc soit vous êtes comme moi, vous êtes déjà employé de l'université, soit vous avez un gros nombre d'heures que vous faites déjà ailleurs. Donc voilà, c'était la réponse à vos questions, c'est ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo, mon parcours, mes études, comment j'en suis arrivée là. Je vous ferai bientôt une nouvelle vidéo sur les avantages et les inconvénients du métier prof de FLE. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, laissez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis merci et à bientôt. C'est toujours intéressant de voir des gens raconter leur parcours et ce qu'ils ont fait en fait et comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Hein, alors évidemment, tout n'est pas ni rose ni facile. Je veux dire, mais moi je pense qu'on y arrive, quoi. Je veux dire, on arrive à faire avec de la motivation et en travaillant, voilà. Et puis bon, oui, surtout une bonne motivation, évidemment. On arrive à faire ce qu'on veut. Là, vous voyez que bon, Justine est arrivée à être prof de français en Australie. Bon, une fois arrivée en Australie, elle s'est rendue compte que c'était pas simple d'y rester. Bon, je veux dire, si elle avait été vraiment complètement déterminée à y rester, elle aurait peut-être accumulé l'argent nécessaire pour passer les diplômes de prof en Australie. Je veux dire, il arrive aussi un tas de choses en fait. Je veux dire, vous partez en Australie, c'est un rêve. Au départ, vous avez une image complètement idéalisée. Une fois que vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que c'est pas votre culture maternelle, ça correspond pas exactement à ce que vous aviez imaginé, et vous pouvez très bien avoir envie de revenir. Je veux dire, c'est pas toujours facile non plus d'être expatrié. Bon, je sais que quand j'étais au Vanuatu, parfois je me disais, ben voilà, je suis à 20 000 km de la France. Si je veux rentrer maintenant, non seulement il faut que je trouve un avion, bon, ce qui est quand même assez cher, mais en plus il faudra que je passe 24 heures dans l'avion, plus les escales. Je suis vraiment aux antipodes, quoi. Je suis tout au bout du monde et on peut se sentir un peu perdu ou un peu isolé, surtout quand on est dans une culture qui est complètement différente de votre culture d'origine. Voilà, bon, ceci dit, donc, la vie est toujours une aventure, je veux dire. Et voilà, on découvre des choses au fur et à mesure, en fait, que l'on vit, et on va rencontrer des gens qui vont vous donner des pistes ou envie de faire autre chose. Donc là, ça a été le cas pour son poste d'ingénieur pédagogique. Moi, j'aurais pas pensé, par exemple, à travailler pour l'AUF si j'avais pas été à côté d'eux, en fait, à côté de leur campus numérique à l'université de Nouakchott. Puis ensuite, je suis devenu ami avec le directeur de l'antenne de l'AUF au Vanuatu. Je veux dire, c'est des rencontres, c'est des choses qui font que vous allez avoir envie de faire telle ou telle chose. Donc, il faut pas se décourager, il faut y aller et être ouvert, discuter avec les gens, chercher les opportunités, voir ce qui se développe. Bon, je pense aussi, par exemple, qu'il s'est développé beaucoup
Bon, il y a eu un appel d'air, par exemple, au moment, même si bon, les financements n'étaient pas énormes, pas à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être, probablement, au moment où s'est créé France Université Numérique, en fait, il y a eu un recrutement, par exemple, dans les universités, de gens qui se sont mis à concevoir des MOOC, qui ont été des aides, des assistants techniques, en fait, pour les enseignants pour concevoir des MOOC, des Massive Online Open Courses. Donc là, il y a eu un petit appel d'air avec une série d'opportunités. Ça arrive régulièrement. Il faut suivre ce qui se passe et voir quels seront les endroits où il y aura du travail et du travail qui vous intéresse. Voilà, donc continuez, travaillez bien. Voilà, la période est peut-être pas simple, mais on voit que, je sais pas, il y a des endroits où ça se relance, il y a des endroits où ça repart, où l'activité repart. Vous voyez, aux États-Unis, Biden a annoncé un plan de 2000 milliards de dollars. Donc, bon, je veux dire, ça va créer des emplois, ça va créer des ouvertures. Bon, en Europe, on aura aussi certainement des plans de relance après la crise du Covid. Je ne dis pas que, non plus que tout va être rose, mais il y a toujours des choses à faire, à construire et à reconstruire. Voilà, bonne semaine, à bientôt.